Salut l'équipe. Jimmy Butler est vraiment un joueur. Comment dire un joueur, comment je. Jimmy Butler, quoi. Non, parce que 56, 42, upset, 1-8, leadership. Non, c'est ce qu'il a fait. Comment dire Jimmy Butler, quoi. Ouais, parce que là, clutch, je sais pas, aidez-moi, vous. Fucking Jimmy Butler. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows et ce jeudi tout particulièrement c'est le Fuego, ces playoffs sont carrément historiques et nous laissent speechless. Voilà, je vais bosser mon anglais. Non, on n'a plus les mots comme vous avez pu le voir dans l'édito, mais il va falloir retrouver la parole puisqu'on a beaucoup de choses à vous raconter. Puisque je dois retrouver la parole et en plus bosser mon anglais, quoi de mieux que d'avoir Rémi Reverchon en invité. Ça mon Rémi? Ça va Erwan, ça va les copains? Je suis content de vous retrouver là, ça fait longtemps que j'ai pas été là, les canapes sont bien, je suis bien, on a eu une nuit pas trop dégueu, hein? Pas trop dégueu. Exceptionnelle. Voilà. Exceptionnel. Comme m'a dit, je sais plus qui, mais c'est une nuit incroyable. On va rien vous cacher. On tourne aujourd'hui exceptionnellement 1 heure en avance pour Rémi. Donc on est là 1 heure depuis 7h30. On a pris un Fuego ce matin. Et on va prendre le temps de bien tout raconter parce que Thomas, il y a énormément de choses à raconter. Absolument, mais j'aimerais commencer par le hashtag qui va bien, au chiotte Rémi. On va commencer par ça dans le chat. Non, bien sûr, il y a plein de trucs à raconter. Une super nuit de NBA. Et en plus, on se disait avec qui on aurait pu discuter de ça. Et on pensait que tu étais la meilleure personne pour le faire. Donc merci d'avoir accepté cette petite invitation. Oh les gars, mais c'est trop d'amour pour... Non mais ça me fait plaisir d'être là avec vous. On a une nuit fantastique, il y a plein de choses à raconter. Moi je suis content de venir vous présenter un peu mon baby. Enfin il y a toujours un petit truc quand je suis avec vous à l'antenne, là ça me fait plaisir. Ça rappelle des souvenirs. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler en anglais aujourd'hui. On va parler par contre français, surtout puisque Rémi est aussi là pour nous parler de son deuxième baby, comme il adore à l'appeler. Il y a 1 an, tu sortais un premier bouquin sur un guide un petit peu touristique, très tourné sur les franchises NBA. Et là, il y a un second opus. Tu nous expliques un petit peu, c'est la suite de ce que tu avais fait il y a 1 an? Ouais, c'est la continuité de Road Trip NBA. Alors c'est un objet complètement différent cette fois. Le premier, pour ceux qui l'ont eu, c'était un beau livre grand format dans lequel je plongeais un peu dans la culture en fait des villes des US. Alors je parlais basket bien sûr, mais je racontais un peu ce que tu allais découvrir quand tu allais à Memphis, quand tu allais à Miami, à Denver, à Portland. Et cette fois, c'est un vrai guide de voyage, 100%. Format que tu peux prendre dans ton sac à dos quand tu pars en voyage aux States et où je blinde d'adresses, de bons plans qui sont mes bons plans à moi ou les bons plans de des mecs qui vivent sur place que vous connaissez, les Vooch, les Nico Batum, les qui vous voulez, qui m'ont raconté leurs bons plans là-bas, où bouffer ton petit burger, où t'acheter ta petite paire de sneakers, où t'acheter un maillot de basket, quel sport voir aussi, parce que bon, on kiffe le basket, mais t'as la NCAA, et puis t'as peut-être du baseball à voir, de la NFL, des trucs sympas dans les villes, donc voilà, je raconte tout ça là-dedans. Et on peut dire qu'on a utilisé plusieurs pages, plusieurs feuillets sur nos voyages dans les nouvelles villes, donc Portland et Philadelphie. Tu nous as envoyé ça? Évidemment. Ah, Philly, Erwan, tu m'as dit que t'avais essayé les cheesesteaks. Ah ouais, je cherche à Paris, j'en trouve pas et je suis bien déçu. Je suis devenu addict, incroyable adresse. En plus, le spot était magnifique. On avait passé une super après-midi. On était avec toute la clique Fleur Sim. On s'était, comme on dit à Marseille, casser le ventre. Voilà. Moi, on n'a pas l'ordre d'être chaud en fait. Casser le ventre, c'est qu'à Marseille qu'on dit, c'est ça? Je me suis cassé le ventre. Tout le monde dit ça, c'est plutôt ça que j'essaie de te dire. Parce que vous êtes des bandeurs. Oh non. Voilà. Et donc, Rémi, ce bouquin, on peut le trouver où? Un peu partout, dans toutes les librairies. Alors moi, je vous conseille librairie de quartier de préférence. Sinon, vous l'avez à la Fnac, dans les Cultura, sur Amazon aussi, si vous avez besoin, pour vous le faire livrer. Ça se trouve partout. Voilà, c'est édité par Amphora. Je suis très fier de mon baby. 2 bouquins en 2 ans, c'est quoi la suite? T'as prévu t'as des idées ou t'as envie de te poser? Parce que je sais que ça te demande beaucoup de taf en plus de ce que tu fais chez Bean, mais je me dis que pour y avoir une suite, ça marche très bien. Tu sais, je te raconte le truc, la vérité c'est que je suis un peu faible, je pense, mentalement. Ça se voyait déjà sur les terrains de basket à l'époque. Quand j'ai sorti le premier, c'est une telle charge de taf. Alors j'en suis méga fier de mon premier bouquin. Quand il sort, je suis trop fier, trop content de moi. Ça marche bien, ça a été bien vendu, bien reçu, donc j'étais hyper content de l'accueil. Mais tu vois, je termine le truc, je me dis, laissez-moi tranquille, c'est fini, je veux plus jamais entendre parler de ça. Puis 3-4 mois après, tu sais, tu te poses un peu, il y a l'été qui passe, il n'y a pas de match NBA, tu te fais un peu chier, puis tu te dis,
tu sais, ça te picote un peu, tu te dis est-ce que j'y retournerai pas? Et puis voilà, je me suis laissé convaincre, je suis reparti dans un deuxième. Évidemment, là je le termine, je te dis laissez-moi tranquille, je veux plus jamais écrire, c'est terminé. Puis dans 3 mois, je t'annoncerai que j'en sors un troisième. Et puis voilà. Sur l'écriture d'un scénario, par contre, hein, pour. Une adaptation au cinéma, peut-être. J'ai un scénario. C'est incroyable, t'imagines? Je pensais à toi pour le premier rôle d'ailleurs. Attention, Marc Lévy et Rémi Reverchon arrivent. Allez, on va se plonger dans le sommaire parce qu'on vous l'a dit, il y a une nuit incroyable, une nuit historique, mec. Même. Et on va. Ouais, je suis là depuis 7h30. Et on a un petit peu déconstruit notre sommaire habituel. On va commencer par le plus chaud, c'est le focus avec le hit qui élimine les Bucks, un seed 8 qui élimine un seed 1. C'est pas arrivé souvent et on va surtout revenir sur les conséquences aussi côté Bucks. On fera une petite preview parce que le Miami Regardez-le, lui. il va bien être excitant. Le débat sur les Clippers, faut-il continuer avec Kawhi? On sait que dans une relation d'amour, des fois quand ça marche pas, il faut arrêter ou faut continuer. On va se poser cette question, même si je vois pas trop d'amour entre Kawhi et les Clippers. Les news, on reviendra sur les autres séries, Warriors Kings où les Warriors ont repris l'avantage, Lakers Grizzlies où les Grizzlies sont revenus, puis on finira Rémi avec un exercice où tu es plutôt bon. Le quiz. Ah, ça me plaît. D'habitude, j'organise les quiz. J'y joue plus rarement, mais j'aime bien ça. Ouais, mais tu vas voir que c'est un autre level que... Quel enfoiré. Non, mais Je m'en vais. Je les adore, mais bon là... Ouais, mais bon, en même temps, quand t'as Votion et Singleton en face, qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi, Ah moi bon, d'accord, très bien. That's I'm talking about. Allez, avant de se lancer donc dans le focus pour revenir sur ce match fou entre le Heat et les Bucks. Rendez-vous dimanche sur la chaîne Twitch de la First Team pour les Mets 92 qui reçoivent Gravelines Dunkerque. La draft arrive, il y aura de moins en moins de matchs de victoire. Profitez-en, soyez avec nous si vous n'avez pas la chance d'être à la salle. C'est rendez-vous sur Twitch à 17h, 16h45, prise d'antenne. On a fait le tour? J'ai l'impression. On est bon? Focus. Grand bravo à Miami qui a marqué l'histoire hier soir, qui devient la 6e équipe classée 8e dans sa conférence et qui s'offre un premier de conférence. Thomas, avant de rentrer dans le détail, personne ne pouvait imaginer ça. Non, pas moi en tout cas, hein, vu que depuis 2 ans, les Bucks sont mes grands favoris au titre NBA. Franchement, en me levant ce matin, jamais j'aurais imaginé que les Bucks se fassent sortir comme ça. Il y a bien sûr le fond des matchs. Et puis il y a l'intensité de Miami et l'impact que ça a sur chacune des équipes, l'impact que ça a sur nous, puisque c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais c'est tellement rare que bon, tu arrives jamais à te dire que le premier va se faire sortir. Hier, on était en émission ensemble, moi je disais que je voyais les Bucks gagner 3 matchs d'affilée et passer. Bon, moi, je me suis complètement trompé. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais c'est vrai qu'on a vu une petite ligne d'histoire s'écrire une nouvelle fois. Rémi, on a été surpris de la victoire lors du match 4 avec ces 56 points de Jimmy Butler. Tu t'attendais à ce que Miami puisse refaire le coup et carrément les gagner et éliminer les Bucks sur leur parquet? Ah bah non, sur le match 5, non, je m'y attendais pas. On en a parlé hier ensemble sur Winamax et je m'attendais pas du tout à ça d'ailleurs. On passe un peu pour des chèvres. Hein. Nous, à BeIN, je me souviens du SNL où on fait le preview de cette série avant qu'elle débute. C'est un dimanche soir où je me souviens poser la question à Jacques et on a tous les deux le même avis. On se dit, bon, bah, s'il y a une série qui ressemble à un sweep, c'est quand même celle-là sur le papier. Tu vois, Miami sort d'un play pas loin d'être dramatique, où ils ont failli se faire sortir, où Jimmy mettait pas un lay-up, enfin c'était compliqué. Et puis quand ils prennent le premier, il y a des circonstances, tu vois, Yanis qui se blesse au dos, il est pas là, bon allez, ils ont pris le premier, mais on sait ce que ça va donner 4 à Milwaukee au final, etc. Là, bon, quand ils prennent l'autre jour le 3-1 avec les 56 de Butler, t'es tout là-haut en termes de niveau de basket, d'intensité. Et puis le match de la nuit dernière, pour moi, c'est la surprise totale. Celui-là, je l'ai pas vu en direct. Je me suis réveillé ce matin, j'ai fait tout le 4e quart-temps et j'ai pris ma gifle. Bah oui, clairement, quoi. Les voir gagner là-bas, mais moi, j'aurais pas mis un euro là-dessus. Pas. Ben après, en même temps, c'est rare. C'est que la 6e fois. On l'a dit, on va avoir un tableau pour remonter un petit peu l'histoire. On aime bien faire ça. Qu'un 8e de conférence bat un premier. On se souvient de Mutombo et les Nuggets avec Seattle. On se souvient de New York avec ce tir de Alan Houston face à Miami. À l'époque, les matchs se jouaient au meilleur des 5. Et puis Golden State avec Mike Pietrus et Baron Davis qui avaient sorti le Dallas de Nowitzki, Memphis, San Antonio, et puis Philly qui avait profité de la blessure notamment de Derrick Rose. Mais on a l'impression que vraiment là-dessus, Milwaukee est complètement passé un petit peu au travers de sa série. C'est ce qu'on pourrait dire pour chacune de ces upsets. Hein. C'est toujours le favori qui se chie dessus ou qui a une grosse blessure. T'en parlais pour D-Rose, donc c'est évident. Là, le problème, c'est que la lecture, elle est un peu différente. Alors oui, Yanis a manqué des matchs, Yanis n'était peut-être pas à 100%, etc. Enfin, Yanis, il a joué les 2 derniers matchs. Hein. Et c'est 2 défaites. On a surtout une équipe en face
qui est une vraie équipe de play-off, qui est une franchise de play-off, qui a ça en elle, voilà, quelles que soient les équipes. C'est quand même le finaliste de conférence l'année dernière, finaliste NBA de il y a 3 ans. C'est une équipe différente, avec un leader qui est totalement différent, qui est totalement hors norme. Jimmy Butler n'est pas un joueur de saison régulière, il est capable d'être bon bien sûr, mais c'est un joueur qui passe d'un 8 sur 10 à un 10 sur 10 en termes de niveau individuel, et qui arrive surtout à fédérer et à amener tout le monde derrière lui, et ça franchement il n'y en a pas beaucoup en NBA. Parce qu'au sorti de la saison Regarde-moi ça, regarde. on voit les stats, quasiment 38 points par match. Mais moi, alors les chiffres sont monstrueux, mais moi, c'est vraiment le leadership et puis les fins de match. On sait que, tout à l'heure, on parlera des Clippers. On a vu que les Clippers ont été plutôt vaillants, mais en play-off, les fins de match appartiennent aux superstars. Et clairement, Jimmy Butler, les fins de match, il en a fait ce qu'il a voulu des Bucks. Mais c'est le cliché de ce genre de mec, et c'est pour ça qu'on le kiffe tous, Jimmy Butler, au fond. Même si cette année, il nous a quand même pas mal déçus par moments. C'est vrai, on l'a dit, Miami, c'était up and down, c'était oui, c'était non, un jour oui, un jour non. Mais là, en playoff, t'as raison, c'est stats, là, c'est Michael Jordan, hein, c'est incroyable ce qu'il fait là. Et ce qu'il représente, vous avez raison, sur le fait de tirer tout le monde vers le haut sur les moments clutch en playoff, c'est Kobe, c'est Jordan, c'est une poignée de mecs en NBA. Franchement, j'en vois pas beaucoup. Faut pas avoir peur des comparaisons, là. Mais oui, T'as raison d'envoyer ce genre de blague. Tu vois, moi, les mecs comme lui qui envoient ce niveau-là sur une fin de match et tirent leur équipe vers le haut, mais je les compte sur les doigts d'une main, hein, je pense. Je suis dingue de Giannis Antetokounmpo, il rentre pas dans cette catégorie-là. Sur ce format-là, attention, hein, sur cette capacité en fin de match clutch à tirer tout le monde vers le haut, on l'a bien vu hier, c'est Jimmy Butler, c'est pas Giannis. Hein. Même dernièrement, Kevin Durant, je suis pas sûr non plus qu'il ait fait ça sur les moments clutch. Non, mais tu as raison, ça se tient, bien sûr. Cette capacité on peut dire D-Wade en finale NBA. D-Wade, son premier run de playoff là, face aux Hornets de Baron Davis, il a ce genre de, il a déjà ce genre d'attitude. Oui, en 2006, vraiment, il est dans. Ils se sont menés 2-0, ils ramènent tout le monde, t'as raison, clairement. Exactement, mais je te rejoins, c'est pour ça qu'on dit que c'est un mec hors norme, et il est face à la meilleure défense NBA, la plus grande, la plus physique, face à Giannis, face à Brook Lopez, face à Middleton, face à Jrue Holiday qui est en strict sur lui, mais il le désosse sur 2 matchs. Franchement, là, ce qu'on vient de voir là, 56 et 42. Je m'avance peut-être un peu, mais je suis pas sûr qu'on revoie ça un jour, quoi. Et le mec a mis champion 98 sur cette défense-là, face à la meilleure équipe de NBA que tout le monde avait mis en finale dans son bracket, que 98% des gens avaient mis champion, sur 2 matchs décisifs comme ça. C'est fou. Non, c'est incroyable, incroyable. Un petit mot quand même sur l'œuvre collective de Miami. Évidemment, il fallait qu'on parle de Jimmy Butler, mais hier on voit un grand Bam Adebayo qui a été très bon sur le premier et sur le 5e match. Sinon, il a connu une série un petit peu compliquée. On parle de Gabe Vincent, de tous ces joueurs que le Heat a inventé. Max Strus par exemple, en l'absence de Taylor Hero. Il y a aussi la touche Spoelstra au coaching, et aussi ce truc de Miami de toujours inventer des joueurs. Culture de franchise, et tu vois, c'est ce qui me manque tellement. On pourrait en parler des heures de ça, mais c'est un autre sport, ce qui me manque au PSG, ce qui m'a souvent manqué aux Lakers, cette culture de franchise, d'organisation, de la gagne en fait, que tu as eu aux Spurs longtemps, et que tu as à Miami, qui est impulsé, je pense, par 2 mecs, par Pat Riley, là-haut, qui drive toute une organisation. C'est pas, on a tendance à penser au recrutement et tout, mais c'est pas que ça, une organisation NBA, on s'en rend pas compte dans les coulisses, c'est tout le management, tous les gens qui bossent dans les bureaux, partout, au marketing, à la billetterie, tout ça, c'est une culture d'entreprise en fait, tout ça. Et Eric Spoelstra, tu l'as dit, pour moi c'est Spoelstra, culture incroyable. Je me souviens, il y a tout début de BIN en 2013, là on allait avec Renan chez Total faire un reportage là-bas, c'était l'année du premier titre des Tres Amigos là, où j'avais eu Brian Winders, vous voyez le mec d'ESPN, qui les suivait à l'époque, qui suivait LeBron. Et je lui avais demandé, je faisais un truc sur Eric Spoelstra, et je me souviens, je lui dis mais raconte-moi un peu, il est comment Eric Spoelstra au quotidien? Il m'avait dit c'est un mec qui est obsédé par son métier, mais comme tous les coachs j'imagine, enfin il vaut mieux, et il me disait que lui il a un truc, c'est que au fur et à mesure que la saison avance, et encore plus en play-off, il se referme de plus en plus, jour après jour, et c'est un mec qui je pense doit avoir une vie, alors c'est fantastique ce qu'il fait, mais il doit avoir une vie atroce, une vie personnelle je pense atroce, parce que le mec il dédie sa vie à ça, et je pense que les soirs de défaite, tu vois, le mec ne dort pas littéralement, etc. Et je pense que c'est ce mec-là qu'on sous-estime souvent et qu'on oublie beaucoup. Alors ok, on dit ouais, crédit à Eric Spoelstra et tout, mais on se rend pas compte de l'impact de ce mec-là. Et le jour où, parce qu'il va vouloir arrêter, parce que je le vois pas partir ailleurs, vraiment, le jour où il va se décider, il va dire écoutez, moi je fais un an de break là, on va se rendre compte, et vous allez voir que Miami ce jour-là, vite. Après, il peut aussi faire 40 ans dans la franchise. Hein. Il peut. Allez, 40, j'ai faire une pop, 25, 30. On en connaît. On en parlera. Il y a un mec, moi, dont je voulais parler absolument. T'as raison de dire que Tyler Hero aurait pu manquer énormément. Finalement, il passe quand même. C'est Kevin Love. Kevin Love qui part de Cleveland, et Cleveland se délite complètement,
Kevin Love qui arrive à Miami, il est titulaire. Alors les stats sur la série, elles sont pas extraordinaires. Il a 10 points, 7 rebonds. Mais dans le leadership, dans la justesse dans le jeu, dans la capacité à amener un peu de spacing aussi dans les moments importants. Hier, il sort pour 6 fautes. Il a bien la haine, mais c'est aussi ça qu'on voit, le fameux leadership des vétérans et tout ça. Il s'était un peu, pas perdu, mais en tout cas, on avait envie de le voir dans un autre projet. Il est arrivé à Miami, grand smile, et il apporte directement. Et comme de par hasard, c'est l'équipe de Kevin Love qui fait un upset de ouf. Donc beaucoup de crédit aussi à Kevin Love. Crédit à l'équipe du 8 et crédit aussi à la tactique. On parlait d'Eric Spoelstra. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on sait que cette équipe des Bucks, quand elle court, notamment avec Giannis, c'est un enfer. Et vraiment, sur les 3-4 derniers matchs, on a senti que Miami, dans son plan, a voulu complètement emmener les Bucks sur du demi-terrain. Et en ça, c'est presque là que la bascule, elle se fait. Elle se fait aussi parce que Jimmy Butler est extraordinaire, mais on ne va pas le dire pendant 2 heures. Hier, notamment, les Bucks qui dominent, mine de rien, et qui mènent encore. Ils sont encore devant. Ils sont devant tout le match. Ils sont à plus 12, alors, plus 16, plus 16. Bien sûr que Miami fait un exploit incroyable, et c'est toujours, tu sais, c'est le dans quel sens tu regardes le truc, c'est quand même un choc sensationnel des Bucks, cette histoire. Les deux derniers matchs. Voilà, les deux derniers matchs. Le dernier, je sais plus, il mène de 15 ou 16 dans le quatrième. Hier, il mène encore de 12 ou 13 à un moment dans le quatrième. C'est un choc phénoménal des Bucks. Cette histoire. Les Bucks dans le match 4, ils ont pris 30, ils menaient 100, hier ils menaient 102, 86 à la fin du troisième quart-temps. 16 points. 16 points, c'est incroyable. Et dans le match 4, ils ont pris 30, 13 dans les 6 dernières minutes. Hier, ils finissaient à 3-19 dans le dernier quart. 3-19 au tir. C'est incroyable. Pour moi, t'as raison, parce que pour moi, les Bucks restent une meilleure équipe. On montrait que c'était une meilleure équipe. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais su terminer les matchs. Et en ça, je ne pensais pas voir cette équipe-là, championne il y a 2 ans, autant bégayer son basket dans les moments clés quand ils mènent de 4 points. Pour moi, là où je me suis dit, ah ouais, en fait, ils ne vont jamais réussir. Quand ils mènent de 4 points, que le match doit être plié, que Gabe Vincent prend une passe de Jimmy Butler, qui remonte la balle, et que tu as Wes Matthews qui recule, et qui donne un tir complètement ouvert à Gabe Vincent pour un joueur. Alors pour nous, c'est un gros tir. Pour un joueur NBA, c'est des tirs faciles. Il met 3 points, je me dis, en fait, ils y sont plus. Dans le chrono, le score, le momentum du match. Drew Holiday qui rate un lancer franc avant. En fait, ils n'y sont plus du tout. Tu parles de lancer franc, ils ont été dramatiques là-dessus, les Bucks, avec Giannis qui rate 13 lancers francs. Donc on retombe aussi dans ce qu'on s'est dit de Giannis. Il y a les lancers francs, mais il y a tous ces petits mid-range qu'il n'arrive plus à mettre. Pareil sur du demi-terrain où ces Bucks-là sont prévisibles, où les mecs vont s'empaler, que ce soit Middleton, Holiday ou Antetokounmpo. C'est une gestion de fin de match qui sont cataclysmiques. Et tu sais, ça rejoint ce qu'on se disait hier ensemble là, dans l'émission sur Wina. Et je vous donne du crédit à vous les gars, on avait ce débat sur le Suns Clippers. Vous vous souvenez, où moi je vous disais que j'étais déçu que les Suns m'avaient rien prouvé. Vous me disiez oui, mais ils ont quand même réussi à gagner au final. Et ce qu'ont fait les Suns, c'est ce que les Bucks n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire des matchs sans dominer plus que ça outre mesure, mais ne pas réussir à gagner à la fin, eux. À l'inverse de ce qu'ont fait les Suns. Donc bon, bah voilà, crédit aux Suns au moins qui ont réussi ce que les Bucks n'ont pas réussi à faire. Mais parce que les superstars, la superstar en tout cas des fins de match, était côté Suns, et là, est clairement côté Heat. Moi, ce qui m'embête vraiment dans cette défaite, c'est qu'ils se sont mis une balle dans le pied pour les lancers francs, pour les fins de match, mais parce qu'on était sûr qu'avec le titre, Chris Middleton nous avait prouvé que c'était lui l'homme des fins de match des Bucks. Bah là, malheureusement, Giannis, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts, et Middleton a toujours été le Kobe du Shaq. Et là, malheureusement, Middleton n'a pas réussi à avoir l'impact qu'il avait eu pendant le run de 2021. Parfois, c'est tout con le basket. C'est tout con, et sur des trucs, je veux vous lancer là-dessus, c'est qu'on va revenir sur le dernier play, sur aller ou pas incroyable, et le choix défensif, ou faute ou pas faute. Mais est-ce que vous avez vu l'action où il gagne l'entre-deux? Yanis, il a la balle. Il la jette direct. Il la jette direct à Middleton. Tellement qu'il veut pas faire faute. Mais oui. Il veut éviter qu'on fasse faute sur lui. Il a déjà rentré 15 lancers francs. C'est un problème à terme. Il met ballon de touche. T'en es à te demander, si t'es Budenholzer, t'en es à te demander si tu sors pas Yanis à la fin là. Ah bah oui. Tu te rends compte? Tu lui as pris Yanis limite, hein. Bah oui. C'est dramatique de dire que Yanis Antetokounmpo, qui est potentiellement le meilleur joueur de NBA actuel, tu te demandes si sur un dernier play comme ça, tu vas pas le bencher. Sachant que lors de la finale où il met 50, il est impérial au lancer franc. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a changé sa mécanique. Alors, moi, j'ai toujours eu du mal. LeBron a changé 5 fois de mécanique dans sa carrière. Yanis avait semblé trouver quelque chose avec, comme Karl Malone, là, on comptait 1, 2, position basse, je me lève en un coup. Là, il est plus haut, il fait une petite flexion et il envoie une brique avec un petit à-coup en haut. C'est vraiment, ça fait partie du truc d'évoluer sur sa gestuelle. On sait que Tipeee a beaucoup évolué là-dessus pour le meilleur. Yanis, je vois une progression, etc. dans son tir dans le jeu. Là, au lancer franc, changer sa mécanique et finir sur un 10-23.
il finit sur un 10-23 au lancer franc. Je trouve ça cataclysmique. Mais à l'image de l'équipe, ils sont mis une balle dans le pied. Les Bucks sont tombés dans leur travers, c'est-à-dire qu'on sait qu'Yanis ne peut plus mettre de tir. Parce qu'on lui ont coupé. Adebayo a été magnifique dans le je te coupe du cercle. Et à mi-distance, il a pas mal envoyé des briques. Il a même à la fin refusé complètement de prendre des tirs. Et puis Middleton, dans ce côté-là, qui les avait mis au titre, je suis parfait dans le Money Time, lui aussi a vraiment disparu dans un basket tellement prévisible. Je voudrais quand même. Ce match, ils l'ont dans les mains. Bien sûr. Il y a cette sortie de temps mort, il y a cette remise en jeu de Gabe Vincent. Le hit sort d'un temps mort assez agité, puisque Eric Spoelstra destine un play. Jimmy Butler lui fait non, on va faire ça. Et Eric Spoelstra dit OK. Il dessine autre chose. C'est une qualité de coach d'ailleurs, d'accepter que ton En leader. 2023, Vaut mieux que ça marche, quoi. Non, Oui, mais la preuve, tu vois, en bah, 2023, oui. clairement, c'est aussi. Tous les coachs le disent. On a fait une interview pour l'NB Club sur Freddy Foutux qui dit qu'aujourd'hui les joueurs sont tellement forts c'est du management. Il faut aussi leur donner un peu plus les clés des choses. Et Eric Spoelstra dans l'évolution. Souvent Eric Spoelstra pas respecté par LeBron qui lui mettait des coups d'épaule. Ça aussi c'est une évolution incroyable. D'ailleurs quand on peut faire la comparaison avec Budenholzer, ça fait un petit peu mal au Chico. Donc il change ce play là. Budenholzer, lui, change aussi, du coup s'adapte et fait sortir Brook Lopez. Et on se retrouve sur cette action folle avec ce curl de Jimmy Butler, défendu par Holiday, avec l'aide de Pat Connaughton. Je me demande ce qu'il fait là. Et cette passe magnifique de Gabe Vincent. Comment on analyse cette action? Faute ou pas faute déjà? La première chose par rapport à Brook Lopez, c'est que il y a 2 points d'écart. C'est important dans l'histoire. Brook Lopez rentre sur le terrain. Bud voit le line-up de Miami et dit... J'ai peur de prendre un 3 points, il n'y a que des shooters sur le terrain, je remets pas de Connaughton. Le problème, c'est que Miami a été bien plus intelligent, ils n'ont pas du tout cherché un tir à 3 points et font ce petit curl comme ce que tu dis. Pour moi, il y a faute. Alors, au bout d'un moment, le basket, c'est des cylindres, c'est des bras, c'est machin. Je vois clairement Jimmy Butler sur cette action pousser Pat Connaughton. Pat Connaughton est déjà en train de sauter, donc en vrai, tu peux absolument rien faire. Tu tombes par terre, il met un lay-up extraordinaire. Pour moi, ça, c'est ce que j'appelle une faute. Pour le spectacle, on peut en discuter, mais pour moi, c'est faute. Ça, c'est faute. Je suis moyennement d'accord avec ça, moi. Je trouve qu'il y a un contact qui est évident de Butler sur lui. On connaît les circonstances de siffler, pas siffler. Siffler à ce moment-là du match, un contact pareil. Parce que des contacts comme ça, je t'en trouve 25 avant dans le 4e quart-temps similaire, qui sont pas sifflés non plus. Mais c'est pas le 4e cas, c'est la dernière action pour clôturer une série. Donc toi, tu siffles plus sur une dernière action, un contact que t'as pas sifflé avant. Quand il y a un poussé, c'est être l'inverse en fait. Bah non, mais si c'est un jeu d'épaule, si c'est un jeu de cylindre, je dis rien. Là, il y a 2 mains d'un mec qui défend, qui saute, il est poussé, il tombe par terre. Derrière, après, il y a les Bucks qui ne réagissent pas, etc. Je pense qu'ils ont pris encore une fois la gifle comme on a pris ce matin. Mais pour moi, vraiment, il y a 5 ralentis, il y a vraiment faute. Il prend un avantage clairement avec ce push. Mais qui est le contact, c'est sûr. La question, c'est est-ce que tu le siffles à ce moment du match? Moi, de ce que je vois de la NBA, et là je te rejoins un petit peu là-dessus, c'est que on siffle rarement des calls. Ça veut rien dire, franchement. Parfois, il y a tout n'importe quoi. Hein, là, moi, j'aimerais qu'on a sur le côté arbitre. Tu dis qu'il y a faute ou pas d'ailleurs? Attends, il y a faute pour toi? Moi, je pense qu'il prend un avantage. Il y a faute, mais moi, je sais qu'en NBA, Butler sur Connaughton, on va pas la siffler. Ouais, c'est la réalité de la NBA. Ah oui. Effectivement, t'es en minime départ, tu la siffles et c'est normal. Mais dans la réalité qu'est la NBA, Butler sur Connaughton à ce moment-là du match, pour moi, on va pas la siffler. Et je crois que les Bucks doivent le savoir. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, le prisme du choix du coach. Moi, je ne comprends pas. Il sort Brook Lopez. Je ne comprends pas comment, quand tu es les Bucks, que tu as Yanis sur le terrain. Que tu mets pas un big man dessous. Que tu mets pas un big man dessous, quoi. Merci. Là, parce que là, le curl, parce que le système, le curl de Jimmy Butler sur l'écran qui prend, ils doivent changer, mais changer. C'est vraiment. Holiday qui commence vraiment sur Butler. Voilà. Et en fait, moi, je mets Holiday sur le poseur d'écran du 8, je sais plus qui c'est. Et derrière, je mets Brook Lopez qui emmène Butler sur l'écran et qui switch et qui reste sous. Et crois-moi que si c'est Butler qui pousse Brook Lopez, on se demande même pas s'il y a faute ou pas faute. Hein. Donc ça, pour moi, c'est mal géré. La passe est extraordinaire. Hein. La passe est magnifique. Mais tout est bien fait. De toute façon, pour finir sur une action comme ça, même le lay-up, il n'y a aucun sens. Tout est bien fait. Et encore une fois, il y a 2 points d'écart. On connaît Miami. Miami, si j'étais Bud, j'aurais perdu tir à 3 points. Mais c'est ce que j'allais dire. À la défense, à la décharge de Bud, le truc, c'est qu'on sait comment ça se passe. C'est une fin de match au couteau, de play-off. T'es à l'extérieur. À l'extérieur, sur une possession comme ça, à moins 2 secondes, on sait, il faudrait regarder les stats, mais je veux pas inventer de chiffres, mais dans la majorité des cas, je suis persuadé que les coachs jouent la victoire à 3 points. Ils ont peur de la prolongation à l'extérieur, etc. Donc la majorité des coachs font ce choix d'aller à 3 points pour tenter la victoire et pas se rajouter 5 minutes de basket. Donc je pense que c'est ça le raisonnement de Bud. Il se dit, ils vont jouer la victoire, ils vont la tenter à 3. Et il néglige ce jeu d'échecs. Je bouge ce truc, je pense qu'il va faire ça, ou du poker. Enfin, voilà. Moi, il s'est fait avoir. Bud s'est fait avoir sur la série, de toute façon. Merci. C'est peut-être la fin de son dernier match. Juste pour rester un petit peu, moi, dans la. Tu crois?
Ah ouais, je pense. Ouais. Ah, vous pensez qu'il saute là, Budenholzer Ah bah, là en tout cas, je dis, si je suis en haut, je me pose la En tout question. cas, en conférence de presse, pour moi, il a un discours d'un mec qui commence à essayer de dire non, mais attends, très policier. Bref. Moi, pour finir peut-être là-dessus, c'est qu'il y a un truc au basket qui a changé. Mais il a changé et changé. Moi, prendre un tir à 3 points, quand tu switches surtout et que tu changes en overplay et que tu es en attitude, mec, c'est très très dur. Par contre, effectivement, si tu changes peinard et que tu laisses le mec avoir le ballon dans les mains, là, avec des joueurs NBA, tu peux t'attendre à tout. Moi, je reste persuadé que c'est un très mauvais call. Et même s'il avait peur du panier à 3 points, quand tu switches avec les athlètes qu'ils ont sur les Bucks, tu switches, tu es en overplay et au pire, tu prends un backdoor. Mais ça reste des tirs très 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 compliqués. Donc voilà, là-dessus, pour moi, il y a une erreur. Prolongation. Bon là là. Prolongation, où là, le hit mène quasiment tout au long de la prolongation. Les Bucks se retrouvent avec finalement, à -2, le ballon dans les mains. On avait reproché un petit peu à Mike Brown avec Sacramento lors du match 4 d'avoir pris temps mort et de peut-être pas avoir laissé le jeu se décanter par lui-même et les Warriors avaient pu mettre une défense en place. Là, Budenholzer prend pas temps mort. Et frérot, comme on avait dit, si un coach prend pas temps mort et que tu marques pas, on lui tombe dessus. C'est dur, tu vois. Là, moi, le dernier play, le dernier play, il pue la merde. Ouais, moi, Grayson Allen, avec le ballon dans les mains, qui shoot même pas parce que c'est après les 24, on veut tout sauf ça. Mais oui, mais la faute à qui? La faute à Budenholzer qui prend pas le temps mort ou la faute aux joueurs qui font n'importe quoi? Tu crois que si Budenholzer il prend pas son temps mort à ce moment-là, parce que moi je me fais l'avocat du diable pour le coup, c'est qu'ils ont travaillé le truc à l'entraînement. J'espère. J'ai pas l'impression. Moi je pense que si, je pense que les joueurs craquent et perdent la lucidité à ce moment-là. Moi je pense que c'est un cas de figure qui est, et je t'assure pour avoir eu des contacts avec des gens dans les franchises NBA, ils bossent tout. Quand je dis tout, c'est tout. Ils bossent les cas de figure, remise en jeu ligne de fond, remise en jeu milieu de terrain, remise en jeu dans ta moitié de terrain. Ils bossent tous les cas de figure. 8 secondes, 6 secondes, 4 secondes, 2 secondes. Ils bossent tout. Je veux pas croire une seconde que ce soit un scénario qui n'est pas travaillé à l'entraînement. Moi, je pense que ce sont les joueurs qui perdent la lucidité là-dessus. Ok. Je continue. Contre-argument. Je voulais vérifier, il reste bien 2 temps morts. Hein. Ouais. Je voulais juste vérifier. Contrairement à ce que tu me dis, j'entends bien. Sur la réalité d'un match, il y a ce que tu travailles toute l'année, ce qu'on fait. Et tu as raison, les mecs n'y sont plus. Justement, tu vois ce qui se passe sur demi-terrain depuis le 4e quart-temps où tu n'arrives plus à faire 3 passes. Est-ce que justement, même si c'est bossé, c'est la bonne question. Temps mort pour dessiner un truc parce que de toute façon, depuis un peu plus de 20 minutes, tu n'arrives pas à faire une attaque correcte. Là où il perd le fil, je pense, Mike Budenholzer, c'est que tu as raison, qu'il juge mal la situation. Je pense qu'il est resté dans son cadre où, son raisonnement, je pense qu'il est mathématique en fait. Là, c'est ce cas de figure-là, temps mort, pas temps mort, ça va très vite dans la tête évidemment. C'est bossé à l'entraînement, pas temps mort, c'est vu avec des gens pour pas laisser la défense se mettre en place. Je prends pas temps mort. Sauf qu'il juge mal le fait, et c'est là où tu as raison, que depuis un quart-temps et demi, enfin depuis la prolongation et un quart-temps et demi avant, et ces mecs font n'importe quoi. Et à côté de ça, tu l'as dit tout à l'heure, ils se sont fait démonter sur demi-terrain, donc tu mets en place un truc. Je pense qu'il aurait dû prendre temps mort quand il reste. En fait, quand Grayson Allen ne peut pas prendre un tir ouvert, il reste 3-4 secondes, temps mort, on met un truc. Voilà, t'as raison. Mais ça ne veut pas dire qu'ils auraient gagné non plus. Tu vois, c'est un choix comme un autre. Tu fais des choix, ça paye ou pas. Et on est là évidemment pour les critiquer. Et c'est ça notre métier. Je voulais revenir sur quelque chose aussi. Butler a été exceptionnel sur la série. Fantastique sur les 2 derniers matchs. On n'est pas frustré que Giannis ne soit pas un petit peu plus collé, parce qu'on a vu que Jimmy Butler a mis Jrue Holiday dans sa poche, notamment le châtiant sur du post-up, sur des curls à l'intérieur de la raquette où il est plus grand, un peu plus costaud même si l'autre c'est un peu un buffle. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé de voir Giannis un petit peu plus sur Jimmy Butler? C'est un mec à qui on a filé un putain de trophée de meilleur défenseur de l'année un jour. Est-ce qu'on n'aurait pas eu envie de voir ça? Après, c'est des histoires de match-up comme d'hab. T'avais Bam de l'autre côté en face, t'avais des choses à gérer. Je suis surpris que lui-même, Giannis, ait pas eu cette volonté en fait. Et pas dit à un moment, écoutez, tu sais, dans les matchs, on a tous connu ça, quand en jeune, quand t'es dans ton équipe, que t'es un peu mis en avant dans ton équipe, tout ça, qu'il y a un mec en face qui prend feu, les gars. Quel que soit ton poste, hein. Duel, défi, tu vois, on en a envie. Et je suis surpris qu'Yanis il n'ait pas eu cette volonté-là. Tu vois, je parle même du match d'avant, quand le compteur il monte là, 37, 38, 40, 42, 46. Il y a un moment, je suis surpris de ça. D'ailleurs, Jrue Holiday le fait, ça, hein, dit c'est mon duel, je vais y aller et tout. Le problème, c'est qu'il se fait châtier. Donc, l'avantage, c'est que t'as plein d'autres corps à mettre en face. Middleton aurait pu. Et d'autres profils, Ouais, ou Yanis, t'as raison. Bon, ça, t'as raison. En tout cas, ils se sont fait battre et ça, c'est terrible. Moi, je suis un petit peu frustré et surpris un petit peu du choix des Bucks là-dessus. Il y a une autre question qu'on a envie de se poser avec les Bucks, c'est Jay Crowder. Ils l'ont fait venir pour avoir un petit peu de profondeur. En fait, apparemment, ce qui se dit, c'est qu'il l'aurait pris pour pas que des concurrents le prennent. Complètement con. Si c'est ça, c'est complètement con. C'est dur pour le joueur en plus. Du coup, Rappelle qu'il était champion avec PJ Tucker dans le sac à la place de Grayson Allen, hein, si on prend. La rotation. Alors je sais qu'il y a la tradition en NBA de réduire tes rotations en playoff, mais on le voit à Phoenix en ce moment. Ils ont réduit aussi à Milwaukee. J'ai l'impression, t'as des mecs, je sais pas, les Javon Carter, tout ça, qui ont un peu disparu.
Je sais pas. Wes Matthews a joué hier. Ouais. Non, mais Bizarre d'ailleurs parce qu'il avait plus trop joué avant. Et Wes Exactement. Matthews, il a été au relais défensif sur Butler, mais c'est pour le coup un profil similaire à celui de Jrue Holiday. Donc un peu curieux la gestion de Jay Crowder, on en saura peut-être un petit peu plus dans les jours qui viennent. Et puis là, derrière, on va aller sur la conférence de presse, notamment avec Giannis et cette déclat qu'il a eu. Et là-dessus, je sais qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que tous les ans, vous obtenez une promotion? Non. Est-ce que ça signifie que cette année, donc un échec pour vous? Non, bosser pour un objectif n'est pas un échec, ce sont des étapes vers la réussite. Il y a aussi un truc sur Michael Jordan où il dit Michael Jordan a joué 15 ans en NBA. Regarde. Michael Jordan a joué 15 ans, il a gagné 6 titres. Est-ce que les 9 autres années étaient des échecs? C'est ce que vous lui diriez. Il n'y a pas d'échec dans le sport. Pendant 50 ans, les Bucks n'ont pas gagné de titres. C'était 50 ans d'échecs. Question. Qu'est-ce qu'on est d'accord avec cette déclat? Moi, elle m'a un peu gêné. Je vais m'en remettre. Mais je ne suis pas complètement d'accord avec l'avis de notre gars. Alors, je pense déjà qu'il faut prendre en compte le contexte. Conf de presse, moins de 45 minutes après la fin d'un terrible bid quand même pour Milwaukee. On l'a dit, il rentre dans l'histoire, machin, etc., des upsets. Faut prendre en compte la dose de seum qui doit avoir lieu à ce moment-là. Il l'a, t'inquiète, ça se voit, la réponse. Ça se voit, mais il est quand même, c'est un mec qui est malin. Si vous l'écoutez, ça déclare, il réfléchit. On le sent en plus. En fait, c'est un journaliste de Milwaukee, là, Eric Pincus, je crois que c'est lui qui dit ça, qui lui lance la question: est-ce que c'est un échec pour vous cette saison? Ils se connaissent très bien, c'est important de le dire. Voilà, et il l'appelle d'ailleurs par son prénom à chaque fois. Il dit listen Eric, machin, des trucs comme ça. Et tu sens qu'il a envie de le démarrer. Et il y a un moment, il se rétracte. il fait ça. Tu vois, il fait ça. Tu sens qu'il prend sur lui, quoi. Donc, il prend sur lui fort. C'est un mec intelligent, réfléchi. Tu vois, il sait qu'il faut pas que ses mots dépassent sa pensée, etc. Bon, ça, ok. Maintenant, sur le fond, moi, je trouve que c'est un discours touchant et réfléchi, et c'est suffisamment rare de la part de sportifs de ce niveau-là que j'accepte ce qu'il essaie de dire. De deux, en prenant en compte la dose de somme de la défaite terrible une demi-heure avant, et je trouve que son discours, il se tient, moi. Moi, ça me va, je suis plutôt d'accord. On a parlé avec Erwan. C'est plutôt ton avis qui va être intéressant parce que moi, je suis d'accord avec Rémi. Moi, je vois juste un gars, un champion avec un état d'esprit qu'on ne peut pas comprendre, nous, répondre à une question qui lui casse les couilles, mais il arrive quand même à aller loin dans sa réflexion. Donc, moi, j'ai envie de te dire, ouais, il vient de se faire sortir. C'est un échec pour cette saison, mais il ne faut pas voir la carrière d'un joueur match après match ou saison après saison. Aujourd'hui, c'est un échec, mais peut-être qu'on n'en parlera plus quand il lui fera un triplé dans les 3 prochaines années. Mais d'ailleurs, moi, c'est arrêté d'un moment. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Qu'il fasse peut-être un back-to-back ou un repeat. La question, c'était est-ce que cette année, c'est une failure? Donc, tu parlais d'un bid, on est en plein là-dedans. Maintenant, moi, quand il va un peu plus loin après dans ce qu'il dit aussi, il dit non, mais les failures, c'est s'occuper de sa famille, prendre soin des siens, de la maison, familiale. Bon, au bout d'un moment, si on va chaque fois là-dedans, évidemment, il y a plus grave. Il prend l'exemple de Michael Jordan, mauvais exemple. Michael Jordan, crois-moi que quand il se fait sortir au premier tour avant qu'il soit champion, il se prend les mêmes questions à l'époque. Et surtout, Jordan, quand il gagne, il ne perd plus. En tout cas, jusqu'avec les Bulls, et surtout, il perd pas au premier tour. Oui, LeBron James, il se prend les mêmes questions, mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'était pas que c'est un échec? Peut-être. Mais je condamne pas les Bucks, et encore moins Giannis. Mais c'est un échec cette saison. Et dire que c'est un échec, ça veut pas dire que. On sait tous, on connaît l'histoire NBA par cœur, on sait que les mecs qui se construisent, souvent, ils se construisent par les échecs. Donc moi, ils vont peut-être se poser des questions de restructuration. C'est ce qu'il dit. Il dit, alors, on peut débattre de la signification du mot échec, mais c'est ce qu'il dit lui, au fond. Parce que dans ce cas-là, il y a quoi? Il y a un champion, il y a 29 équipes qui sont en échec chaque année en NBA. Non, il y a des cas de figure à adapter. On revient à la manière. Voilà, et je pense que c'est la définition du mot échec là, qui nous fait pas être d'accord, c'est tout. Sportivement, ok, ils visaient le titre, ils sont sortis au premier tour, c'est un échec, soit. Mais lui, il voit ça en tant, comme disait Tom, champion que nous ne sommes pas nous et qu'on peut pas comprendre parce que je pense vraiment que c'est des gens différents. J'ai une médaille de bronze en UNSS, moi. Je sais pas de quoi tu parles. Et on s'en souvient. Je suis désolé, c'est vrai, excuse-moi. Et du coup, lui, il voit ça comme, c'est ce qu'il explique. Il a les steps towards quelque chose en fait. Il a fait un pas de plus vers le succès. Ils n'ont pas eu le succès cette année. On l'a vécu par le passé, ça. Des mecs qui n'arrivaient pas, qui butaient Toronto, typiquement, qui butaient pendant des années. Bon, il a fallu Kawhi Leonard, ça change. LeBron, Jordan à l'époque. Lui, il a déjà sa bague. C'était une étape. C'était une étape. Alors, ils n'ont pas été champions cette année. Moi, je pense que cette équipe, elle a quand même toutes les armes pour être candidat au titre l'an prochain. Tu vois. Très bien. On va regarder quand même ce qui se passe depuis quelques saisons côté Bucks. Et il y a de quoi se poser des questions. Et moi, c'est pour ça que la question de journée, je la trouve bien. Il a posé la même à Bud. Après, la réponse de Giannis, je l'entends, mais souvent dans la forme, ça me gêne un peu. On voit, donc là, 2018-2019, ils se font sortir en finale de conf. 2019-2020, ils se font sortir par Miami au second tour. Ensuite, ils sont champions. L'année dernière, demi-finale de conf. Et cette ils année, sont blessés l'année dernière.
Et cette année, premier tour. Donc, pour moi, oui, c'est un échec. On va voir ce qui va se passer après. Mais si chaque fois on dit on verra après, pour moi, ça me paraît un petit peu. Bah si, on verra. Je sais pas, moi en tout cas. On verra toujours après. Bah on oui, va parler voilà. des Clippers tout à l'heure, on verra toujours après. Ouais, mais là, je pense que ça fait 3 quarts d'heure qu'on est en train de les défoncer, et à juste titre. Mais bon, au bout d'un moment, oui, ils ont perdu, ils en perdront d'autres, mais il en gagnera sûrement aussi. J'imagine. Puisqu'on parle donc de défoncer, un petit mot sur Mike Budenholzer, qui, lui, en conférence de presse, pour le coup, paraissait complètement détruit. Est-ce qu'on peut imaginer, moi je dis que oui, que Budenholzer saute cette intersaison? C'est lui qui a fait évoluer le collectif, qui a créé quelque chose autour d'Giannis jusqu'à un titre. J'ai quand même l'impression, même si l'année dernière, il y a eu des problèmes de blessures, que le basket, la NBA change tellement vite qu'aujourd'hui, le basket proposé finalement peut-être, alors on rappelle qu'ils sont premiers de la conférence de la saison régulière, mais est-ce qu'on a besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau regard technique autour de Giannis? C'est une bonne question, tu vois, vous m'avez suggéré le truc là en antenne juste avant qu'on démarre l'émission. Moi sincèrement ce matin en sortie de ce match-là, peut-être parce que c'est trop tôt dans ma réflexion j'y suis pas, mais j'envisage pas le scénario. Mike Budenholzer est un coach ultra établi, il est 2 fois je crois coach de l'année en NBA. Extrêmement respecté, je peux dire que si demain il saute, les 29 autres franchises le veulent ou pas loin. Je suis pas à ce stade-là de ma réflexion, on verra. De toute façon, un choix de coaching, bon bah ça dépend du GM, mais qui dépend en réalité des proprios. Clairement, ce sont les proprios qui valident ou pas un changement de coaching dans toutes les franchises NBA. Ça a changé le ownership là, de Milwaukee en début d'année, là, je sais pas si vous avez fait gaffe, Marc Lasry là qui avait vendu ses parts, ouais. etc. Donc pas à l'abri du coup. Donc voilà, parce que comme tout le monde, quand t'amènes de la nouveauté, bah, les mecs ils veulent de la nouveauté en général. C'est rare que des mecs achètent un bien pour laisser les trucs en l'état. Avec Chelsea au foot. Avec le Stubbs, avec Kevin Durant. Hein. Là, il y a 2 mois. Le mec arrive, Matisse Bia, il achète le truc, boum, il pose ses couilles, il dit je veux Kevin Durant. Il l'a eu. Et il l'a eu. Et donc c'est vrai que dans la réflexion, je comprends un peu l'idée. Sportivement, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit nécessaire. Et puis, comme d'hab, l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour Milwaukee? Voilà, pose la question. La question, on se posera en tout cas. On imagine. Le fait est que le Heat va en demi-finale de conf et va retrouver les Knicks. Incroyable. Ça, c'est un bon vieux. Ça. Il y a un petit goût d'années 90 là-dedans. On se souvient les grandes joutes entre Alonzo Mourning et Patrick Ewing, entre Alan Houston et Tim Hardaway. Retour de la série de 2013 aussi. Hein. Exactement. La dernière fois que les Knicks ont passé un tour. Oui, bien sûr. C'est la seule fois en 20 ans que vous avez passé un tour. N'oublie pas cette superbe série. 23, Bien cassé la gueule. Hein. 23 ans. Ouais, bah, si tu veux faire le Maximilien, c'est ton problème. Alors, on est un peu à la bourre, parce que Rémi est pressé. Rapidement, un petit mot là-dessus. Sur cette série. Sur cette série s'annonce. Fantastique. Moi, je suis ravi de voir ça. Je me dis que vous vous rendez compte, soit New York, soit Miami sera en finale de conférence à l'Est cette année. Qui aurait dit ça il y a 6 mois, quoi. Incroyable. À part les fans, personne. Ouais, voilà. À part les fans des deux équipes, personne. Moi, je trouve ça fantastique. Le duel, je trouve incroyable aussi le fait qu'on soit, j'ai l'impression, tous les trois incapables de dégager un favori là-dedans. Alors, ok, le buzz, Jimmy Butler, la hype qu'ils ont, etc. Mais bon, en saison régulière, c'est New York qui fait la meilleure saison, clairement. C'est eux qui sont plus installés. Moi, je trouve ça hyper excitant. J'ai hâte de la voir, cette série. Je suis pareil que toi, j'ai énormément de hype et en fait jamais j'aurais imaginé avoir de la hype sur une série pareille avec les upsets qu'on aurait pu imaginer. Donc il y a beaucoup de choses à raconter et puis ça va être encore un duel de coach avec des baskets très différents. Très différent, il y a quand même du hero ball dans les deux équipes avec si les stars sont bonnes, chacune des deux équipes aura une chance. Parfois c'est tout contre le basket. Hein. Petit shout-out quand même Mitchell. à cette petite blague parce que le meilleur Mitchell de la série entre les Cavs et les Knicks, ça n'a pas été Donovan, ça a été Mitchell Robinson qui a été monstrueux. Juste cette petite stat, Tom, sur le rebond offensif sur la série de Mitchell Robinson par rapport à Jarrett Allen et Eric Mobley. Ah gros, c'est la réalité. Là, les deux là qu'on aime beaucoup, ils ont été catastrophiques. Il y a un problème dans l'équipe, ça se voit. Il y a un vrai souci. Le coach déjà. Peut-être. Voilà. Aussi du côté des Cavs, en plus ils sont un peu voisins avec Milwaukee, il va falloir se poser des questions sur le coaching staff. On a fait le tour de cette longue première partie, on va maintenant aller dans une autre grosse partie, c'est les Clippers et Kawhi Leonard. Les Clippers se sont fait sortir 4-1 de manière assez logique, mais ont été plutôt vaillants dans tous les matchs qu'ils ont eu face aux Suns. Ils sont inclinés dans cette dernière rencontre 136-130. Devin Booker a été extraordinaire et je pèse mes mots. Il n'empêche que cette nouvelle élimination des Clippers, Thomas, elle laisse un goût amer parce que les Clippers ont été encore une fois privés de Paul George et surtout de Kawhi qui a joué que 2 matchs. Oui, absolument. C'est un désaveu terrible, mais qu'on a vu de trop nombreuses fois ces dernières années. Les Clippers sont coutumiers du fait. Ils font de bons matchs.
il passe même des tours, mais il manque toujours une ou deux superstars dans les grands moments. Et on le dit et on le répète encore une fois, c'est les superstars qui te font gagner. Voilà, quand il y a une bascule dans une série, c'est toujours une superstar qui te met bien. Et là, les absences des deux, alors pour des raisons très différentes, enfin c'est deux blessures, mais il y en a un qui était sur le retour, donc Paul George, on a l'impression d'avoir de l'empathie pour lui, et l'autre qui est donc Kawhi, qui a son méniscus totalement défoncé, son ménisque, avec cette situation opaque autour de lui, nous fait dire peut-être qu'il est temps de tourner la page. Donc on est vachement avancé dans le projet des Clippers depuis, ça fait 4 ans maintenant qu'ils sont ensemble, ça fait 4 échecs pour le coup là en play-off pour cette équipe. Rémi, est-ce qu'on a de l'empathie pour ce qui arrive à Kawhi ou est-ce qu'on est plutôt dans un truc de fatalité? Pendant ce temps, on peut voir le duo Kawhi-Paul George depuis qu'ils sont aux Clippers. Et tous les matchs manqués. Je sais pas. Écoute, moi, je pense qu'il faut désormais accepter que c'est le personnage Kawhi, que c'est le risque qui va avec lui, c'est le fameux rapport risque-rewards là, comme ils aiment jauger en NBA. Bah voilà, regarde, il rate sur les 3 dernières séries de playoffs. Bah, l'année dernière, il n'était pas là de toute façon. Cette année, il a quasiment pas joué. Il y a 2 ans, il n'avait pas joué. Ça commence à faire beaucoup. Il y a 3 ans, il perd 3. Hein. Il mène 3, il perd. Hein. C'est ça, il y a un choc incroyable, ça aussi. Denver, hein, ouais, c'est ça en fait. Denver, ouais. C'est Denver qui les remonte. Et écoute, je sais pas, Kawhi Leonard peut être aussi fantastique comme on l'avait vu à Toronto, comme on l'avait vu aux Spurs, qui peut être absent, voilà, bêtement, comme on le voit depuis 3 ans avec ses Clippers. J'arrive plus trop à savoir si c'est un mec sur qui tu peux parier ou pas. Le problème maintenant, c'est qu'il est aux Clippers, qu'il a son contrat, qu'il est là. Ta question, c'est quoi? Est-ce qu'ils doivent s'en séparer, c'est ça? Ouais. C'est la question du débat. Est-ce qu'ils doivent s'en séparer? On voit quand même. Moi, je pense que 168 matchs manqués sur 400, c'est énorme. C'est 2 saisons pleines. Un match sur 2 draftés. Plus de 2 saisons pleines. Je pense déjà que tu te dois de faire ton taf de front office et de jauger un peu le marché. Aujourd'hui, moi, je sais pas quelle valeur il a sur le marché. Putain, c'était ma question, t'es chiant. Ah merde. T'es vraiment un bon présentateur. Non, mais c'est intéressant cette question. Aujourd'hui, quelle valeur a Kawhi sur le marché? Moi, je reste persuadé qu'il y a des franchises, ils l'accueillent demain sans problème. Moi aussi, je crois quand moi, même genre que qui pratiquement tout le monde. Non, vraiment, pratiquement tout le monde. Moi, je crois que quand tu es une autre équipe et que tu as un mec aussi fort sur le marché, ça marche pour Kyrie il y a quelques semaines, en fait, il y aura toujours des mecs qui vont parier sur le potentiel du gars. Le potentiel en NBA, c'est ce qui te fait kiffer. Prenons Ben Simmons cette année. Franchement, ça fait 2 ans, on l'a pas vu jouer au basket. Il a toujours une cote. C'est pour ça que les Nets sont allés le chercher, mine de rien. Donc, je crois que la NBA marche aussi comme ça. Si Kawhi est capable, sur 2 mois, d'être en forme, il peut te faire gagner un titre. On peut le tourner comme on veut. C'est une réalité. Après, ce qui est terrible avec Kawhi, c'est que les 2 matchs qu'on a vus en play-off, où il se tire la bourre avec Kevin Durant, Il est très bon. il est les yeux dans les yeux. Bah, il est très bon. Il est trop fort, mec. Il est trop fort. Donc Voilà. Mais est-ce que si t'es les Clippers, et moi c'est pour ça que je pense que les Clippers ont essayé, ils ont assez essayé et qu'il faut quelque chose de nouveau, faut un nouveau souffle. Les Clippers ne peuvent plus se permettre de dépendre d'une blessure ou non de Kawhi. Ils ont besoin d'un souffle nouveau. On sait que Steve Ballmer est ambitieux. Ils ont essayé. Pour moi, même dans la culture, et on sait que la culture gagne des Clippers, on parlait tout à l'heure de la culture gagne du 8, tu peux pas encore te dire, allez, on repart cette année, sur le papier, on a l'équipe pour gagner, espérons que Kawhi ne se blesse pas. Pour moi, tu ne peux plus construire là-dessus, même pour les mecs autour, parce qu'il y a une espèce d'usure psychologique. Voilà comment je vois les choses. T'as raison. Je comprends l'idée, je comprends ça, je comprends qu'il y ait une fatigue pour tous les mecs qui les entourent, ça je suis d'accord avec ça, de voir ton leader être absent continuellement dans les moments clutch. Du coup c'est quoi, on se plonge un peu sur ce qui pourrait avant avoir ça, en moi il y a un truc quand même que je trouve vachement important, c'est que quand il est sur le terrain, il est très bon, ça on est tous d'accord. Il est pas souvent sur le terrain, ça je pense qu'on est aussi d'accord. Mais il y a autre chose pour moi qui rend tangible l'idée d'un départ, c'est que il est pas du tout imprégné de cette franchise. Il n'est pas du tout concerné par l'équipe. Il est en marge. Il s'en fout complètement. Paul George, mine de rien, il est dans toujours le le cas avec lui. Est-ce qu'à Toronto c'était pas le cas? Est-ce qu'à San Antonio c'était pas le cas? Toronto, ça dure 1 an, tu vas au titre. Mais il reste pas. Les Spurs à la fin. Alors ils le perdent et ils récupèrent DeRozan, mais alors ça fait chier parce que tu l'as drafté, enfin tu l'as pas drafté, tu l'as récupéré le soir de la draft et tu vois ce qui peut devenir, tu te dis, mais il y a une forme de soulagement de se dire, oula, lui et son clan. On se libère du problème, mais le fait qu'il soit pas impliqué dans la franchise. Si, moi je crois que c'est très important. Tu sais, nous on a vu 2 matchs aux Clippers, quand il est blessé, il déboule en civil, il est fin de 2e quart-temps. Ouais, j'entends. Il est en marge un peu de l'équipe. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à Toronto c'était pareil, ils les emmènent au titre, ils s'en foutent au final qu'ils soient pas impliqués. Tu as raison, mais ça fait partie de tous ces trucs dans le sport. Tant que tu gagnes, ouais, ça bien passe. sûr. Le problème, c'est qu'ils perdent, il est absent, on peut pas compter sur lui. Tu peux ni compter sur lui sur le terrain, ni en dehors du terrain. Et moi, je crois quand même qu'on parle de culture. Les Clippers sont en train de changer leur culture parce que Steve Ballmer, tu disais, est ambitieux, a une gueule, une gouaille, et il a des vraies idées sur le sport et sur le basket. Je pense que Steve Ballmer rêverait d'avoir une superstar qui s'implique.
Ouais. Qui s'implique, que ce soit au quotidien, que ce soit avec ses coéquipiers. Ce n'est pas le cas de Kawhi. Le truc qui est sûr, et j'entendais Jacques Monclar qui en parlait dans NBA Extra hier, et je trouve qu'il a raison, c'est qu'un point central de la construction de ces Clippers, c'est la construction de la salle. C'est con, mais c'est un truc qui coûte tellement cher, qui est un pilier d'avenir 2 de ta milliards franchise. quand même. Ouais, voilà. C'est un truc, c'est ultra important. Et Il a c'est des con, garanties financières au moins derrière. Alors, je pense qu'il a des garanties financières, mais Il a des garants moi, pourquoi faire ça? vous avez vu d'ailleurs, side note, que c'est le honneur le plus riche et de très très loin de Très NBA. loin. Il a quasiment 100 milliards de dollars Bien de sûr, fortune, Microsoft, Steve Ballmer. bien sûr. Incroyable. Et du coup, ce mec-là, mine de rien, c'est un investissement énorme, même pour lui. Il va avoir besoin d'images pour marketer sa salle et la rentabiliser. Et avoir un mec qui va rater un match sur 2 dans ta nouvelle salle, je suis pas sûr que ça le branche beaucoup, ça, Steve Ballmer. Et on peut dire que les matchs à la Crypto.com Arena, ceux des Lakers sont toujours pleins. Ceux des Clippers le sont très rarement. Alors on connaît la salle est faite pour les Lakers, enfin entre guillemets pour les Lakers, mais tu vas dans un autre quartier de Los Angeles, tu as envie d'aller chercher encore plus de gens, tu as besoin d'avoir des résultats, c'est évident, mais tu as besoin d'avoir des mecs sur qui tu t'identifies. Paul George, on peut dire ce qu'on veut, mais Paul George, j'ai l'impression qu'il est ancré dans LA, voilà, je m'implique auprès des autres et tout ça, que ouais, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Donc dans ces cas-là, faut gagner. Et ils ne gagnent pas. Et pire, ils sont sortis au premier tour. Donc on est d'accord. Bon, justement, moi je pense, dites-nous dans les commentaires, c'est intéressant, est-ce qu'on redonne une chance à Kawhi? On sait qu'il me semble qu'il lui 2 reste ans de contrat, encore 2 ans de contrat, donc il aura pris une player option, donc l'année prochaine c'est 45 millions, plus de 45 millions, et après c'est 48,8. Donc bonjour l'oseille qu'il a encore à rattraper. Est-ce qu'on teste le marché et on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut récupérer en échange? Et on s'est posé la question et on a fait un tableau sur qui on verrait les Clippers essayer d'aller chercher cet été. Thomas, tu peux l'envoyer. Oui, il parlait des free agents et de nos Alors, choix. il y a deux. Là c'est plus là, il y a Kyrie Irving, ça serait sur la free agency. Moi, j'aime l'idée de Bradley Beal, parce qu'en plus derrière, il y a le truc avec Westbrook, ça avait bien marché les deux, mais Westbrook ne serait pas la deuxième option. Mais donc, j'aime bien cette idée. Puis Bradley Beal, j'ai envie de le voir dans un grand projet. Et toi, Rémi, tu nous proposes Pascal Siakam. Alors en fait, moi j'ai réfléchi en termes de faisabilité du truc, concrète. J'ai passé du temps là hier, vous m'avez proposé l'idée, je trouve ça très cool sur la trade machine. Vous savez, ESPN il propose ça, c'est grave cool pour les geeks là, c'est fantastique. Tu regardes, t'essayes plein de trucs et tout, tu vois ce qui marche pas. Faisabilité du truc, déjà. Alors j'ai essayé 1000 trucs en ajoutant des mecs, en rajoutant ce qui marche bien, sec, échange sec, Kawhi contre Pascal Siakam, pas de draft pick, rien là-dedans. En termes salarial, ça passe. Important déjà. Je pars du principe pourquoi que Toronto est pour moi l'une des équipes qui pourrait vouloir le tenter. Retenter du coup. Ça a marché avec eux. Ils vont se dire ça a marché une fois, pourquoi on le tenterait pas une deuxième fois? Je pense que dans leur construction, on l'a vu cette année là quand ça a discuté, est-ce qu'ils font tout péter pour Wembanyama, etc. Il y a un mec qui disait intouchable, c'était Scottie Barnes. Pour eux, c'est leur. Ils continuent de croire que c'est le pilier d'avenir, etc. Et c'est pas Pascal Siakam. Donc ils toucheront pas à Scottie Barnes. Pourquoi pas tenter ce coup-là? J'ai l'impression que Toronto peut se dire nous, on a réussi à le faire fonctionner une fois, on peut le tenter une deuxième fois, et que les Clippers partent dans une autre direction avec un mec qui est ultra fiable, qui a un niveau All-Star, Pascal Siakam, qui est pas une superstar dans le sens de Kawhi, c'est-à-dire que il est moins sexy sur le papier, mais c'est quand même un mec qui a un putain d'intérieur incroyable de NBA. Tu redonnes les clés de la franchise à Paul George, comme vous disiez tous les deux, qui fait partie du truc et tout. Ça me semblait être une dynamique intéressante. Moi, j'y crois pas, je vais pas te mentir. J'y crois pas. Le problème de Paul George, c'est qu'il a déclaré lui-même que c'était pas numéro 1. Donc, Ouais, moi, Parce qu'il y avait Kawhi. Ouais, Parce qu'avec Kawhi. Paul George, il a jamais fait gagner un titre, malheureusement. Il y a beaucoup de mecs qui n'ont jamais fait les gagner deux un trucs, titre. Mais... Non, mais bien sûr, mais les deux trucs qui me font croire que c'est impossible, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'équipe qui reçoit Kawhi donne envie à Kawhi de jouer. Hein. Et d'aller là-bas, je pense que c'est la de pire retourner chose. là-bas. C'est la pire chose qui a bien. En tout cas, pourquoi c'est intéressant. Il a gagné une fois. Il s'est barré au bout d'un an. Moi, je pense que mais vraiment. oui, mais il a gagné, les gars. Vrai, il a gagné. Moi, alors, je vais vous expliquer mon truc de Kyrie. C'est pas la free agency. Hein. Il est free agent, bien sûr, mais moi, c'est un sign and trade. Donc, c'est vraiment un transfert face à Kawhi. Hein, c'est pas il arrive comme ça et on donne du cash, de toute façon, ils en ont pas. Moi, j'ai envie d'y croire pour plusieurs choses. La première, c'est que Dallas est excitant pour Kawhi Leonard. Pour moi, Kawhi Leonard qui déboule aux Mavs, Mark Cuban est un super propriétaire, tout le monde l'adore. Et pour le coup, Kyrie, Luka, on peut avoir des doutes et ça n'a pas marché. En revanche, Luka et Kawhi, c'est méga super complémentaire. Donc voilà, d'un point de vue Mavs, ça peut être intéressant pour Kawhi et qui fasse pas la gueule. De l'autre côté, enfin, chercher un meneur de jeu superstar. Ils en rêvent depuis des années d'avoir ce type de mec-là. Ils ont un formidable scoreur. Moi, je pense même qu'ils pourraient jouer avec Russell Westbrook ensemble, avec Paul George. Je te dis pas qu'ils vont pas se faire des nœuds au cerveau, mais ça c'est un autre souci d'un point de vue du basket. Pour moi, Kyrie Irving qui va aux Clippers, il rêve d'être à LA. Je crois que ça peut vraiment matcher. Et pour le coup, un truc qui est quand même terrible à dire avec Kyrie, c'est que lui au moins, il joue les matchs. Kyrie,
il joue les matchs. Il est blessé en saison régulière, on le voit pas ici ou là, mais en play-off, on le voit. Et moi, ce qui m'intéresse avec tous ces mecs de plus de 30 ans, parce qu'ils ont tous plus de 30 ans, c'est qu'ils soient bons et présents dans les grandes joutes de play-off au printemps. Donc j'aimerais bien l'idée. J'aime bien l'idée en tout cas d'avoir. Je comprends que ça plaise à Kawhi, t'as raison. Bien sûr, jouer avec Doncic, ça plaît à tout le monde, j'imagine. Maintenant, de l'autre côté, moi, je suis passé de la hype Kyrie, moi. Et l'imaginer avec Russell Westbrook, tu vois, rien que tu m'as dit ça là. Ah ouais, non, mais c'est complètement fou, je vais pas te mentir. Bien sûr. J'ai commencé à trembler un peu là. Donc voilà. Ils ont enfin un meneur de jeu. Bon, c'est un meneur scoreur, hein, mais ils ont enfin un meneur de jeu. Mais ce qu'il a fait Westbrook, et d'ailleurs on est dans l'optique où j'imagine que les Clippers, et même Russell Westbrook va vouloir rester moi avec les Clippers et qu'ils vont trouver largement un terrain d'entente. Moi j'aime bien l'idée de Bradley Beal parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et avec lequel je suis très déçu parce que Wizards je vois pas du tout, à part prendre des contrats max, je vois plus ce qu'il fait là-bas. Pour moi ça reste un joueur supérieur à la moyenne. Je pense qu'être Joe Haley, t'es bien placé pour savoir, c'est toujours un kiff pour les joueurs. Au niveau des contrats, l'autre, il a quand même un contrat monstrueux qui court jusqu'en 2027, où il aurait une player option et il prendrait 57 millions. C'est le même contrat, c'est le même contrat. Donc c'est à peu près un même contrat. Mais surtout, on se souvient qu'à Wizards, il n'y avait pas l'équipe qu'ont les Clippers, la profondeur qu'ont les Clippers. Mais Westbrook et Beal, ça marchait bien. Si tu gardes Paul George, ça va être la prochaine question, je pense que là-dessus, avec le rôle qu'a trouvé Westbrook de un peu foufou, larron, 3e, 4e comme ça, je trouve ça très intéressant de ramener le père Bradley Beal s'il a encore envie d'avoir de l'ambition dans sa carrière. Après, j'ai l'impression que ce profil-là, ils l'ont 75 fois dans l'équipe, quoi. Il est 10 fois plus fort, Bradley Beal. Oui, t'as les Rick Gordon, les Norman Powell. C'est vraiment le profil qui sont déjà, ils diraient, et Paul George. Et Paul George. C'est pour ça que le truc de Siakam, mine de rien, t'as un truc à part, Kyrie, t'as un truc à part, tu vas chercher Bradley Beal. Pour moi, c'est vraiment le même que les autres, quoi. Tu vas jouer qu'avec des arrières ailiers shooters. Non, mais tu bouges un peu, par contre. T'as la monnaie Norman Powell, ça vaut de la monnaie. Même il était bon, c'est dommage. Man, ça vaut du blé. Il y a des mecs qui se sont mine de rien montrés, qui ont pris une vraie valeur. Donc évidemment, faudra se bouger le ménage. Le premier domino d'une suite, quoi. Tu veux dire. Exactement. Justement, on parle de Paul George. Est-ce que Paul George, lui, on devrait... C'est vrai qu'on est plus attaché à Paul George par son attitude et on a plus d'empathie sur ses blessures que Kawhi. Est-ce que Paul George, lui aussi, on pourrait se poser la question de le voir bouger cet été? Tu peux envisager de tout faire péter, hein, de faire 2 énormes trades, comme on a dit là pour Kawhi, et un deuxième pour Paul George. Hein, tu changes tout. Kyrie et Siakam. Tu changes tout. Moi, je suis quand même d'avis de garder un peu de continuité. J'aime bien Paul George, moi. J'aime bien Paul George. C'est un mec sûr, un mec fiable. Ses discours me plaisent bien. J'ai l'impression que dans les milieux, il est toujours bien aimé partout où il passe. Là, il était blessé. Qu'est-ce que tu veux? Il était sur le point de revenir. Le pauvre, s'il savait passer un tour, il serait sûrement revenu. Lui, on sait de source sûre qu'il a tout fait pour revenir. D'ailleurs, il a fait une petite déclat. Année après année, nos objectifs sont zappés à cause des blessures. C'est frustrant. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Je sais que pour Kawhi aussi. On avait de grands projets de victoire pour la Clippers Nation, mais je reste très optimiste dans le fait que notre heure viendra. Alors, moi, je trouve ça bien. C'est un bon discours, il a raison. Moi, je pense qu'il mérite clairement. Enfin, c'est même pas il mérite, ils doivent lui donner une deuxième chance, quoi. C'est tout. C'est même pas une deuxième chance, parce que c'est pas de sa faute, c'est une blessure, tu vois. Moi, je pense que Paul George, c'est pas un débat. Je pense Paul George, oui, et Kawhi, pour l'interrogation, à voir ce que tu peux récupérer. S'ils le font, c'est incroyable, hein, Kawhi ou Paul George. Hein. S'ils bougent un des deux mecs. Maintenant, ils sont identifiés Clippers. Hein. Ils sont identifiés blessure et lose aussi. Le truc, c'est que la blessure de Kawhi, alors c'est chiant, parce que vous me direz, il y a toujours un truc différent, mais là, sa blessure, maintenant qu'on la connaît, c'est rien de grave. C'est rien de grave. Oui, mais qu'est-ce qu'il y aura après? Oui, voilà, c'est ça qui fait peur. En fait, c'est l'accumulation. Il y a toujours quelque chose. C'est tentant de te dire, là, ils ont 4 mois devant eux. T'inquiète pas que sa blessure, là, ils vont lui gratter le ménisque. Il va faire 1 mois et demi de rééduc et derrière, c'est bon. Il revient. Alors, c'est tentant, tu vois, de se dire, l'année prochaine, ça va aller. C'est ce que l'année dernière. L'année dernière, on a dit, ils ont vraiment bien joué en fin de saison sans les stars. L'année prochaine, ils vont être ambitieux. Erwan, on les a mis favoris dans notre conférence Ouest, nous. On a dit, mais franchement, là, avec les deux, ils ont jamais les deux. Et que on peut dire ce qu'on veut, il a pas un fixe de basketteur. Donc à un moment donné, soit il s'affine lui aussi et il devient un peu plus fit pour enchaîner les trucs et arrêter de se blesser partout, soit il continue ses conneries et il continue de faire de la muscu avec des jambes immenses comme les tiennes, Erwan. Donc voilà. Laisse-moi, dis comme Florent Rousseau plutôt. Ouais, Florent Rousseau, la famille. Hein. donc voilà, les mecs sont pas fiables. Donc quand t'es pas fiable, aussi fort sois-tu, on peut aussi te dire au revoir. C'est une vraie question parce que il y a ce fantasme. J'aimais bien le tableau du dire le fantasme Kawhi au top. On sait, on l'a vu avec les Spurs et on l'a surtout vu avec Toronto. Il peut t'amener au titre. Maintenant, j'ai quand même l'impression que au plus les années passent, et moi côté Clippers, j'en serais revenu. Je suis une autre équipe, je le tente parce que t'es frais, t'as envie de faire. Moi, je vais réussir alors que les autres n'ont pas réussi. Mais moi, si je suis balmeur, je me dis frère, non, c'est bon. J'ai envie de voir d'autres choses. Écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, des commentaires où on va en prendre 3 puisqu'on vous a posé la question sur les réseaux sociaux
cette nuit. Et vous avez, comme d'habitude, été très actifs. Envoie le bousin, mon petit Tom Serravino. Comme je l'avais dit il y a quelques mois, les grands visionnaires, c'est un grand nom. Oui, le joueur est fort quand il joue. Sans problème, il joue un match sur 10, c'est limite. Et je pense qu'en plus, il a encore une grosse cote auprès des autres franchises. Pardon. Les lentilles, il va falloir que j'aille chez l'ophtalmo. Je le trade et je garde PG avec Dame ou Bill. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Damian Lillard. On n'a pas parlé de Damian Lillard qui a entrouvert une petite porte côté Portland. Il attend de voir si tonton Victor va débouler. À mon avis, sinon, il pourrait bouger. Damian Lillard, pas bête. Je pense qu'il devrait prendre le pari pour une dernière saison. D'accord. Noir. Je pense donc qu'il devrait prendre le pari pour une dernière saison. Donc là, c'était plutôt quelqu'un qui se dit... Plus tempéré, quoi. Ouais, on le tente encore. On le tente encore. Et donc, on n'aura pas le troisième. De toute façon, c'est les deux avis. Hein. Oui. C'est pas comme on est là. C'est très manichéen. Il n'y a pas de oui, non. Attends, mais c'est vrai, on n'a pas parlé de Damian Lillard ni de Jaylen Brown, mais s'il y en a un des deux qui est dispo, tu vas pas, toi? Sur Damian Lillard ou Jaylen Brown? Plus l'un que l'autre. Jaylen Brown me tente plus que Damian Lillard, parce que moi, c'est kiffe ultime pour Damian Lillard, mais c'est pas le même stade de la carrière, en fait. Jaylen Brown, t'as un joueur d'avenir. Lillard, c'est du win now, en fait. C'est ce qu'ils veulent aussi, hein. Ouais. Moi, je pense quand même, je vous répète qu'il y a cette... Tout de la salle. Ce truc de la salle qui arrive dans 2 saisons, là, maintenant, moi, je pense qu'ils veulent un mec qui sera là au début de la salle, Lillard, dans 2 ans. Voilà. Pour les... Oh, vous êtes méchants, on respecte le frérot. Zubac, c'est la famille. La Croatie, c'est Croatie, voilà. Parce qu'il y a une grosse diaspora croate à Los Angeles. Voilà. C'est vrai? Pas du tout. C'est une drôle d'info. Allez, vous avez pu lire le deuxième commentaire, on va finir avec ce troisième. Ce qui m'inquiète avec Kawhi, c'est sa faculté à ne jamais être prêt physiquement depuis 3 ans dans les grands moments. No shit. Être un franchise player, c'est pas que mettre des game winners. Au-delà d'être bon, il faut pouvoir être présent pour ces gars et jouer en Italie, en gros, en gras, ces moments-là. Si on rajoute à ça sa faculté à se mettre toujours dans une bulle telle un électron libre, ça fait beaucoup d'éléments qui me rassurent pas d'un point de vue spectateur. Moi, je crois que l'interne aussi n'aide pas du tout Kawhi. Ce qui se passe en interne, il a son propre staff médical. Il est vraiment dans sa bulle. Il vient, il part, il vient, il part. C'est très dur aussi. On parle de l'incarnation, mais quand tu vis, on a tous vécu des grands moments de vie d'équipe. Lui, c'est quand même très On l'a vu à Portland, on a parlé un peu avec eux, avec lui. Hein. Non, pas du tout. Il m'a tourné le dos. On l'a vraiment vu. On l'a vraiment lui, mais il était avec ces gars en train de regarder la March Madness, commentée par Rémi d'ailleurs sur Beansport. Et voilà, il était comme Kawhi Leonard en général, c'est-à-dire. Je sais pas quoi. Voilà. Bon. C'est lui. Sacré Kawhi. On verra en tout cas comment faire les Clippers cet été. Ça va être très très intéressant parce qu'on sait que c'est une équipe qui à terme veut jouer le titre et essaye en tout cas de se donner les moyens. On va finir avec des news parce qu'il y a 2-3 petites séries encore où on doit parler et après on ira sur le quiz. Eh oui, j'ai pas tenu mon chrono, mais ça va très vite. Allez, Golden State Warriors de Sacramento Kings. Les Warriors sont allés faire le bon coup. Enfin, un match à l'extérieur. Et les Warriors qui mènent 3-1 avec un Draymond Green. 3-2. 3-2, ouais, avec un Draymond Green incroyable et un Steph Curry fantastique. J'avais une théorie sur les Kings qui avaient raté le coche sur le match 3 et 4 à Auckland. Ça se vérifie, là. Ça semble se vérifier. Elle est vraie à 100%, clairement. Là, on verra bien ce qui se passe. S'ils sont capables de faire le coup au Chase Center au match 6, j'en doute. Moi, je pense que cette série, je pense qu'elle est terminée. Elle est pliée, malheureusement, pour les Kings qui ont été une bouffée d'air frais cette année en NBA. Mais ce putain de tir d'Harrison Barnes, là, au match 4, qui change tout, quoi. Qui change tout. Les superstars, tu vois, on en revient encore à ça. Et tu vois, c'est fou, c'est terrible. Je disais que sur les 4 premiers matchs, pour moi, le tempo et le combat physique était dicté par les Kings. Sur le match 5, j'ai moins senti ça. Alors ça, la bascule, elle n'est pas énorme, hein, mais j'ai senti une toute petite bascule où je sens les Warriors aller dans la maîtrise de leur sujet. Et Mike Brown, d'ailleurs, il y a un moment donné dans le match où il dit hey, push, il prend un temps mort pour leur dire courez les gars, vous courez plus. Ce qui déjà la première info, c'est que De'Aaron Fox pouvait jouer et qu'il fait un premier quart-temps exceptionnel, mais 3 points. Je me suis dit bon, en fait, jouer avec un index ou ta main forte, tu peux jouer. Bon, finalement, dans la fin de match, il a un peu galéré. C'est lui le clutch player de la NBA. La bascule, elle se fait aussi là, c'est que les Warriors, eux, ont été clutch par le biais de Steph, qui fait pas un grand match, mais qui met 10 points en 4e quart-temps, par le biais de Klay Thompson, qui met des gros tirs en fin de match, par le biais d'Andrew Wiggins, qui encore une fois est une valeur sûre de cette équipe, et par le biais de Kevin Looney. Gros shout-out à Kevin Looney, qui est très fort. Il met 4 points, il prend 22 rebonds, et dans l'impact sur le match, en fait c'était la rencontre des autres que Steph, en gros. Bon, Steph il met encore 30, hein, mais les autres, Draymond Green a été très bon, Kevin Looney a été très bon, Andrew Wiggins, Gary Payton a été très bon. C'est une victoire collective et une énorme victoire à l'extérieur.
C'est la 28e fois d'affilée que ça arrive pour Steph Curry. Match 6 dans la nuit de vendredi à 2h et les Warriors pourraient donc conclure cette série à domicile. Sinon, il y aura un match 7 à Sacramento. Qui pourrait être à 21h30. Si match 7 il y a, ce sera alors, soit dans cette série, soit dans le Lakers Grizzlies, ce sera à 21h30 dimanche. Ouais. Et Rémi en rêve, bien sûr. Lakers, Grizzlies, les gars. Memphis toujours en vie, qui est allé chercher ce match 5. Et il y aura donc match 6 dans la nuit de vendredi à 4h30. Là, c'est juste après d'ailleurs le Kings Warriors. Bon, un match où on a encore vu un LeBron James maladroit. Qui passe dans un match en termes d'adresse un peu triste. Et puis on a surtout vu des Grizzlies un peu à l'envie, à l'orgueil. Ouais, on l'a vu surtout une meilleure équipe que l'autre. Les Grizzlies sont une meilleure équipe, moi j'en démords pas. Anthony Davis c'est fantastique, mais en face il y a Ja Morant qui est à 30 et 10, il y a Desmond Bell qui est à 30 et 10, et ils tiennent la marée physiquement et défensivement. Donc ils encaissent pas 100 points. T'as raison de dire que LeBron est pas bon en fait. Donc il a toujours de l'impact, c'est LeBron, il fait des trucs, mais il est pas bon. On parle des superstars encore une fois, il n'a pas réussi à avoir l'impact dans les moments clés. Il faut un rapprocher dans le troisième quart. D'Angelo Russell, quand il met 3 paniers d'affilée, comme de par hasard, les Lakers sont bons, ils arrivent à revenir. Derrière, ils se font démonter. Et malgré les trous d'air de cette équipe de Grises, ils ont réussi à tenir très haut l'intensité défensivement et donc ne jamais à vraiment se faire peur. Il n'y a pas de money time et ils gagnent un match tout à fait logiquement. Et moi je vois sur tout ce qui arrive là maintenant la pression monumentale qu'ils ont sur les épaules pour le Game 6 les Lakers là. S'ils le laissent filer celui-là et que ça part sur un set là-bas au FedEx Forum, pour moi sincèrement avec ces grises j'ai un respect vraiment très haut pour eux, mais sans Brandon Clark, sans Steven Adams, Ja Morant qui a joué 2 matchs avec sa main et un match qu'il n'a pas joué du tout. Si les Lakers passent pas cette série après avoir mené 3-1, il y a faute professionnelle pour moi, hein, c'est un drame. Hein. Ah bah ouais, clairement. Faut-il trader LeBron contre Kawhi. Oh mon Dieu, t'imagines. On match 6 à haute tension. Oh là là. On leur a dit si en premier, vous avez raison, le match 6, bon, il faudra se lever dans la nuit de vendredi à samedi, c'est à 4h30. On passe à l'Est et on finit avec les Celtics et les Hawks, puisque les Hawks se sont offerts une belle victoire avec un tir de Trae Young. Je vais vous poser une question, mais c'est pas vous qui allez y répondre. Enfin, vous allez comprendre. C'est quoi la question du coup? Franchement, en attaque, il se passe des trucs, ils mettent tous des points, on pourrait discuter un peu de Tatum si on veut, mais bon, bref. Globalement, c'est une super équipe d'attaque, comme depuis le début de la saison, mais défensivement, ils n'ont pas la mainmise qu'ils avaient l'année dernière. J'ai vraiment ça en tête. Après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que l'année dernière, ils se sont lancés avec la première série. Hein. Oui. Tu vois, ils avaient un truc, on tape les nets, challenge de fou, 4-0, voilà, le challenge, tu te mets au niveau. Donc moi, j'ai pas envie de me projeter tant que ça contre Philly, je sais qu'ils seront au niveau. Mais là, ils ont un match à jouer, j'ai besoin d'un statement. Ah, vous nous tapez chez nous, on va gagner de 20 points la mi-temps. Okay. C'est ce que j'espère voir, en tout cas de cette équipe. Thomas a besoin d'un statement. Fan des ciseaux. Oui, c'est clair et net. Il faut, s'il n'y a pas réaction d'orgueil, c'est très bien Atlanta. Ils font une belle fin de saison, tu vois, qu'on n'attendait plus d'eux après une saison décevante dans sa globalité. Trae Young qui remet les choses au clair pour tous les gens qui ont douté de lui et tout. Je trouve ça très bien, moi, parce que j'aime beaucoup ce genre-là. Mais c'est bien gentil, mais ça va là maintenant. Boston, c'est le moment. Hein, je suis d'accord avec Tom. Moi, si ça tape pas du poing sur la table là, Boston, il y a quand même boulevard cette année. Milwaukee qui vient de se faire sortir, les gars. C'est censé être pour Boston cette année. Hein. Si vous vous faites taper comme des merdes par Atlanta là au premier tour, il y a un drame absolu. Là, je suis d'accord avec Tom. Ils doivent en coller 25 à Atlanta sur ce match-là. Hein. On parle de Trae Young qui a mis ce fameux game winner, ce tir à 3 points incroyable. On en a parlé hier dans Clutch. Allez voir l'émission sur YouTube. Moi, ce que j'attends maintenant de Trae Young, c'est qu'il fasse un gros matchisme. Qu'il gagne ou qu'il perde, on va voir s'ils ne sont pas favoris face aux Celtics. Mais je veux qu'il confirme parce qu'il met un tir incroyable. Il est capable d'en mettre. Moi, ce que je veux chez ce garçon maintenant, on a vu tout le monde sortir du bois sur Trae Young. J'aimerais qu'il arrive à pousser les Celtics un peu plus loin dans ses retranchements sur un match à domicile. Donc là-dessus, j'aimerais qu'il puisse confirmer. On sait que c'est un peu up and down des fois en playoff. Il fait quand même sur les 3 derniers matchs. Il est oui, très bien. C'est pour ça que là, un match 6, pousser les Celtics jusqu'à un match 7 et faire un gros match avec le retour de Dejounte Murray. Voilà aussi ce que j'attends de notre ami. C'est comme ça aussi qu'on se construit. Mais voilà, par rapport au playoff de l'année dernière, déjà, il y a... Putain, mais bravo. Il a ça en lui. Petit fraîcheur. Le quiz vite, Rémi, après, il doit aller manger. Frérot, on voit le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et je suis un peu ému parce que c'est la première fois que j'ai Rémi dans un quiz. Et c'est pour ça que je l'ai corsé un peu pour toi. On m'a dit que tu étais un très très bon ça me fait plaisir, comme on dit. Je suis ravi de me retrouver à l'antenne avec toi. C'est vrai que c'est la première fois. Oh, ça y est, vous arrêtez là, clou. C'est bon, allez, vas-y. Allez, enchaîne là, c'est bon. Pas faute d'avoir fait passer des CV, mais bon. Heureusement que First Team m'a sauvé. J'ai refait un jeu que j'avais fait il y a longtemps, qui avait bien marché avec Stephen Brun. J'ai fait des visages grossis. Donc j'ai fait des joueurs NBA qui ont grossi. Il faut deviner. Et il faut deviner qui c'est.
Tu vas voir, ils vont maigrir petit à petit. On va commencer, J'ai très peur. si Jérémy est prêt en régie. Le but, évidemment, c'est la vitesse. Yanis, non. Ça, c'est Thomas Dufin. Ouais, c'est que. Mais dans 2 ans, par contre. Dylan Brooks. Non, C'est qui Oh la cette vache. tête là c'était le plus facile aujourd'hui, celui-là. Hein. Je vous le dis. Jason Tatum. Ouais, Jason Oh, Tatum, ouais, voilà. T'as caché le maillot. Bah oui, Ah, il a évidemment. caché le bien, maillot. bien, bien, Bravo, bien, bravo, le maillot. bravo. Allez, on peut C'est enchaîner. terrible ce jeu. Je sais pas qui a ces applications de merde là. Oh là là. Oh, mon Dieu. Oui, puis il a pris des bleus, il a pris des coups dans la gueule. Ouais, lui, hein. ouais. C'est qui ça? C'est un Indé. Oh Un là, Indé je sais cadé. pas du tout. Il joue en playoff. Ah, c'est Jared Jackson Jr. Ouais, bien joué. Au début, il ressemble vraiment pas du tout. hein. Incroyable. Terrible. T'as l'impression terrible. qu'il a pris des coups dans le front là. Ah ouais, terrible. La limace, quoi. C'est Dylan Brooks. Non, c'est pas Dylan Brooks. Avec un bouc comme ça. C'est Là, Anthony c'est Davis. encore un gars des playoffs. Non, C'est qui ces cheveux là Dilo. non, voilà, on s'en rapproche. là. Kevin Looney. Kevin Ah Looney, ouais, bravo. Oh, c'est dur au Mais début il met ton du jeu temps à lui là. ressembler. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment sur les 3 dernières photos qu'il lui ressemble un peu. Oh là là. Vache, mon Dieu. Moi, j'allais dire Devin Booker, mais c'est Lui, on pas le lui. reconnaît très vite, je trouve. Là, je le reconnais, moi. Peut-être Ah parce bon que j'ai fait le jeu, mais. DeAndre Ayton. Non. Non. Avec des Clippers. Westbrook. Non. C'est qui? Oulala. Oh la vache. Tobias Harris. Tobias Ah, Harris, ouais, eh oui. jusqu'au bout quoi. Oh vache. Allez, Oh, Tim là là. Duncan. Tim Duncan, bravo. Ah ouais, c'est Tim Duncan. Oh, sur la première photo. C'est vrai. Incroyable. Sur la première photo. C'est incroyable ça. Il a Comment t'as plein- eu ça, Erwan? Incroyable. Les yeux, visiblement. Ils jouent en Ouais. playoff cette année. Il va pas très bien. Son petit nez. Oh la vache. Oh, bah. Non, mais comment tu Oh, veux mais ça ça fait Jabba gros. Il a un talisman sur le front. Je sais même pas d'où il C'est vient. incroyable ton jeu là. Allez, c'est l'avant-dernier, lui. Je l'ai toujours pas. Marius Chalmers. Non, Chalmers. Non. Non. Ah, bah, c'est Barrett. bah, ouais, Et RJ voilà, Barrett. là, C'est vrai après, qu'il oh. il ressemble à Ouais, Chalmers ouais, à un de moment. Allez, le dernier. Oh la vache. Le front est un Un méchant en DBZ. Dirait un cul de bois-bon, ouais. Ray Allen. Ryan, bravo. Ah ouais. Bravo, Bravo. Tom, bravo, ouais, belle. Bravo. Belle victoire, je ne sais de qui. En fait, ce qu'on peut se dire avec ce jeu, c'est que le double menton va à personne, en fait. Non, on est toujours plus beau maigre. Si je peux donner des Ah, conseils. sympa. On enchaîne avec le qui suit, c'est le moment important. Un drôle de message que tu veux Ouais, faire ouais, passer. c'est clair. J'ai regardé personne. Ouais. Soyez bien dans votre peau, c'est ce qui nous Acceptez-vous, voilà. intéresse. Ouais, Voilà. Merci. Acceptez-vous, évidemment. Enfin, je m'en veux presque d'avoir dit ça. Bah ouais, tu peux. Hein. Je peux enchaîner avec le qui suit, Vas-y, c'est bon c'est Gros sport que tu veux. T'as deux hâte de faire le cochon. Thomas reste sur 2 victoires au qui suit. vrai. Oui. Donc il est temps de le Et faire plus le tomber. lundi en plus. Hein. En plus, il est pas facile aujourd'hui, je vous le dis. Oh. Allez, je suis né le 2 juin 1980. J'ai donc 42 ans. Et j'ai quitté les parquets NBA en 2012, après un dernier passage chez les Clippers. Ouh, jeune donc. Mais, 32 ans. commençons par le commencement. 42 ans. Oui, il a a arrêté à 32 ans. 32. Oh, bravo. Je fais ma fac à DePaul, de 99 à 2001. Quentin Paul, par Richardson. contre. De Paul à Chicago. Non, 32 ans. 99 à 2001, où je serai le Cuttino meilleur, Non. le meilleur de cette équipe. Lors de ma 3e saison et dernière, je tourne à 16,7 points et 8,6 rebonds. Je me présente donc à la draft 2001, sans grande hype. Je serai sélectionné au second tour, 42e position par les Supersonics, mais directement échangé et envoyé à Washington. Deshaun Stevenson. Non, ma carrière Pas peut de fac. débuter. Ah. Je resterai 2 saisons avec les Wizards sans jamais trouver ma place. À peine 10 minutes de jouer en moyenne, il va falloir que je parte pour me révéler. Et la révélation se fera chez les Clippers. Je débarque pour la saison 2003-2004, alors que je suis free agent. Lors de ma première saison, je passe à 24 minutes de moyenne. Je suis le backup de Corey McGetty. Du haut de mes 2,01 m, je tourne à 7,8 points et 4,7 rebonds. On flaire le potentiel. Ryan Gomes. Non. Non, il va se confirmer la saison suivante. Lors de ma saison suivante, je rentre dans le 5 majeur des Clippers. Quentin Richardson s'en va à Phoenix, McGetty est déplacé sur le bas court et moi je rentre sur le poste 3. Fuck, c'est qui ça? Pour la première fois de ma vie, je dépasse les 30 minutes de temps de jeu, puisque je joue en moyenne 37 minutes Ouh, c'est quoi ça? par rencontre. Quelle année 37 minutes au De Clippers. Paul. là. On est en 2004-2005. De Paul, ils ont pas sorti grand monde en plus. Bah, ouais. 2004-2005. Avec le numéro 21 dans le dos, je dévoilerai toute ma palette offensive. Gros dunker bien juteux, très bon Darius près du cercle. Miles. Mais il est pas. Pardon Darius Non. Miles. Non, il est était drafté pas à la très haut, fac. Il est Darius pas à la Miles. fac. Ouais, Il est pas drafté plus haut. Donc gros Les dunker. 21 et tout, il faut le dire, hein, on sait jamais. Ouais, dunker bien juteux, très bon près du cercle. Je suis aussi capable d'ajuster à 3 points. Je passe de C'est 7,8 Michael Jordan. Je passe de 7,8 points à 16,4 points avec presque Bobby 6 Simmons. rebonds et 3 c'est Bobby. Je suis logiquement élu MIP cette saison-là. MIP, je l'aurais eu, MIP. Eh Ah oui. putain, c'est la Même à la suite pour Thomas. MIP, je jury sur le MIP. Ouais, moi, j'ai mis sur le numéro 21. Bravo. Bobby Il va au Simmons. Bucks après. Il va au Il va au Bucks. Putain, Putain, contre Bucks. 3 d'affilée là. C'est- Ah ouais, je suis bien là. Putain, Ouh. putain. Il s'est mis en mode playoff, j'ai Ouais, j'ai l'impression. la haine. Bobby Simmons. Bobby Simmons, Bobby bravo Simmons. Thomas. Bien De son vrai nom?
Non, j'ai dit une bêtise. Allez, merci Rémi pour ton super livre. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Vraiment, merci d'être venu et merci Merci, Erwan d'avoir les tenu le chrono. Hein. Il a régalé. c'est Hein. marrant, oui, ça m'a c'est parfait. gonflé. Lundi, il y a Kevin Séraphin qui vient dans la libre antenne. Il Oui. est chaud, il m'a appelé, il me dit je veux venir dans la libre antenne. Bah, il vient avec plaisir. Et il veut plus parler de bagarre. Bah, il a raison. D'ailleurs, Il a raison. on va finir sur un sondage. Kevin Séraphin face à Rémi Reverchand en bagarre. Dites-nous qui gagne. Bon, il n'y a pas beaucoup qui peuvent s'aligner. La cote, elle est à 6,50. On est sympa, c'est pas comme Les Clippers, ils ont plus de chances d'être champions. Oh, t'es dur avec les clips. Merci Rémi en tout cas. Allez, Rémi, on se retrouve lundi merci, pour la merci. libre antenne. Salut à tous.